Avant de définir le comment, il faut se poser la question du pourquoi. Pourquoi voulons-nous nous développer de façon industrielle à l'étranger? Ça peut être pour se rapprocher de ses clients, ça peut être pour bénéficier d'une base de coûts plus faible, ça peut être également pour étendre sa gamme de produits. Globalement, il y a 4 grandes méthodes d'implantation possibles. Ça peut être la construction d'une usine greenfield, selon le terme consacré. Ça peut être la reprise d'une société existante. Ça peut être une joint venture, c'est-à-dire un partenariat, ou cela également peut se faire à travers un partenariat technique. La création d'une usine, clairement, c'est un gros avantage de pouvoir partir d'une feuille blanche, de pouvoir créer un site moderne dans des conditions à peu près idéales. Ensuite, clairement, c'est une solution qui est longue, qui peut être soumise, selon les situations, à des process d'autorisation administratifs qui peuvent être effectivement longs. Donc, entre le moment d'une décision de lancement et le moment où l'usine est opérationnelle, il se passe au moins 1 an, je dirais dans le meilleur des cas, voire plus. Donc ça, c'est toujours quelque chose à prendre en compte, cette notion de temps, puisque il n'y aura pas de payback d'investissement avant la fin de cette période. Deuxième solution mentionnée, le rachat d'une société. Là aussi, possibilité intéressante dans la mesure où normalement la société existe, donc est déjà active. Par contre, il est important de bien faire ce qu'on appelle ces due diligence, de bien savoir ce qu'il y a derrière pour ne pas tomber sur de mauvaises surprises. Donc, prendre le temps de bien examiner, de se poser la question également du management. Laissons-nous le management en place ou mettons-nous nos propres personnes? C'est une décision assez fondamentale dans le développement futur de la société. Donc il y a aussi la possibilité de faire une montée progressive dans le capital. De ne pas immédiatement racheter 100%, mais monter en puissance au fil du temps par des accords d'actionnaires. Ça permet de mieux jauger la compagnie, de mieux voir si effectivement les cibles sont atteintes. J'ai eu l'occasion de faire ça dans plusieurs exemples en Turquie à nouveau et au Brésil. Et ça a permis effectivement de tranquillement monter en puissance, à terme de prendre 100% de la société, mais de pouvoir le faire dans un rythme qui impliquait bien le management local de la société, qui dans les 2 cas, il était important de pouvoir conserver. Troisième solution mentionnée, une joint venture, c'est-à-dire un partenariat. L'idée globalement est d'avoir des complémentarités avec cette société. Et dans pas mal de pays, c'est une bonne idée que de s'appuyer sur un partenaire local qui va s'occuper de toute la partie effectivement administrative locale, dans la mesure où elle aura les compétences, alors que nous ne les avons pas forcément. Je prends un exemple en Inde. J'ai eu l'occasion en Inde de travailler pour des sociétés qui étaient un joint venture et également actionnaires à 100%. Il faut choisir le partenaire avec grande attention, mais un partenaire local est effectivement un gage de succès dans un pays où l'administratif est quand même très compliqué et où il est difficile de le gérer à distance. Dernière solution, un partenariat technique. C'est clairement une solution qui est moins engageante en termes de ressources, notamment financières bien entendu. On apporte sa technologie à un partenaire local qui va la déployer. Ça peut être tout à fait une solution intéressante, au moins pour tester un marché. Là aussi, pour ce qui me concerne, expérience extrêmement réussie en Chine, dans la mesure où nous y avons développé une technologie innovante, adopté par un client local qui a transféré en fait lui cette technologie en Europe alors que nous n'étions pas arrivés à la démarrer nous-mêmes directement en Europe. Donc en fait un effet induit sur notre marché local et une présence sur le marché chinois qui nous a permis une croissance beaucoup plus rapide que si nous étions partis sur notamment un site en greenfield. Pour moi, il est absolument indispensable d'avoir une personne de confiance qui puisse être sur le terrain avant le lancement d'un projet et ensuite dans la vie du projet. Une personne de confiance qui puisse être le relais local pour assurer la communication.
Ce point est, à mon avis, un facteur clé de succès d'une implantation, et c'est d'autant plus vrai que l'on s'éloigne de nos bases. Ensuite, dans le cas d'une joint venture, il y a typiquement un conseil d'administration qui est une rencontre régulière avec les autres partenaires, qui permet de clarifier, confirmer plutôt l'alignement stratégique. Moi, j'ai eu un exemple de la première joint venture que nous avons lancée en Turquie avec une société familiale. En fait, le patron, quelques semaines avant le lancement officiel de la joint venture, est brutalement décédé. C'est son frère qui a repris, donc on pouvait imaginer que tout allait continuer comme avant. En fait, pas du tout. Il a pris une position radicalement différente de celle de son défunt frère. Et cette relation de confiance que nous avons instaurée s'est totalement brisée, ce qui fait que, en quelques mois, nous avons en fait été obligés de reprendre l'intégralité des actions de la société. Donc, cet alignement stratégique, il peut évoluer au fil du temps, hein, et il est important de le vérifier. Et ça, pour ça, le conseil d'administration et les échanges réguliers sont un bon moyen de le vérifier. C'est donc nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut être sur le terrain, encore une fois, hein, directement et indirectement, pour se rendre compte des réalités, pour se rendre compte de ce qui se passe effectivement réellement. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, dans le cas notamment du joint venture, c'est que le patron, typiquement, vient d'une des deux sociétés, donc il est payé par la JV. Par contre, sa fidélité, elle reste globalement quand même à son employeur d'origine. Encore une fois, le choix du patron des sociétés, du représentant sur place, est absolument essentiel. Et pour moi, avoir quelqu'un d'opérationnel dans la société est quand même le meilleur moyen de s'assurer de la réalité et que les choses restent sous contrôle. Pour moi, la présence sur le terrain est vraiment absolument essentielle. Et même si, et j'ai insisté sur le sujet, il me semble indispensable d'avoir ce que j'ai appelé un homme, une femme de confiance sur le terrain, y aller quand même assez régulièrement est important parce que c'est là qu'on se rend compte en fait, de la réalité. Moi, je vais citer deux exemples. Dans un certain nombre d'expériences, ça a été notamment le cas au Mexique, au Brésil et en Algérie, quand vous êtes obligé d'être escorté pour aller visiter votre usine, c'est pas forcément agréable sur le moment, mais c'est globalement invivable pour les managers qui vont être en charge des sociétés. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte dans les choix d'implantation. Et puis j'ai eu une autre expérience, alors qui n'était pas vraiment avec une société propre, mais qui était quand même intéressante. Donc Greenfield en Égypte, qui était de l'autre côté de la rue d'un client. Et en fait, en allant visiter, je me suis rendu compte que oui, le terrain en face appartenait à un client. Il y avait un gros panneau, il n'y avait aucun bâtiment, il n'y avait aucune activité. Donc ça, si on ne le sait pas, et si on ne l'a pas vu, on peut être quand même confronté à de mauvaises surprises. Donc voilà, présence sur le terrain pour voir les équipes, pour parler avec les gens, même si on ne parle pas la même langue, s'exprimer, se faire voir, montrer la présence, sont à mon avis des clés, des éléments essentiels de succès.